Bienvenue à vous, c'est que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce rendez-vous unique proposé par Aiming, la voix des RH ou des grands dirigeants, des personnalités illustres du monde des ressources humaines, partagent avec nous leur passion, leur vision. La voix des RH, voilà un titre qui colle bien à notre invité aujourd'hui puisqu'il donne de la voix depuis plus de 30 ans et sa voix porte dans l'univers des RH, que ce soit chez Valeo, chez Imeris, que ce soit aussi chez XPO ou Target. Il est avec nous. Maintenant, il préside aux destinées d'une communauté de collaboratrices et de collaborateurs d'un groupe emblématique. Et pas comme les autres aussi. Ce groupe, il a commencé avec la voix, tiens, justement, et puis il a élargi le spectre. Et qui peut, comme ce groupe, se targuer d'avoir été, et d'être toujours d'ailleurs, dans le patrimoine des Français. Ce groupe, vous le connaissez, c'est le groupe Orange, et c'est un plaisir et un honneur aujourd'hui d'accueillir son vice-président chargé des ressources humaines, Monsieur Vincent Le Cerf. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, merci à toi de ta fidélité. Plaisir partagé. On va partager justement tes convictions, ta passion et ton engagement. Je voudrais qu'on commence avec ce plan stratégique qu'a révélé il y a quelques semaines Christelle Heinemann, Trust the Future. Ça veut tout dire, la confiance. Oui, absolument. La confiance, c'est vraiment au cœur du projet, au cœur de l'ambition du groupe. Et pourquoi la confiance ? Parce que c'est d'abord la confiance qu'on veut apporter à nos clients. Quand on utilise de plus en plus de fonctionnalités, de services, de la téléphonie, de la connectivité, on veut être en confiance. La confiance dans un service qui fonctionne à tout moment, à tout endroit. C'est pour ça que d'ailleurs la signature, c'est Orange est là. Parce qu'à tout moment, on est là. Mais c'est aussi la confiance dans la qualité des data qu'on transporte. Et avec les menaces cyber, ça va être un vrai sujet qui ne va jamais cesser de se développer. Donc d'abord, c'est la confiance de nos clients dans un service de qualité. Mais c'est aussi la confiance qu'on a vis-à-vis de nos collaborateurs, et la qualité des compétences qu'ils apportent, de leur engagement au quotidien. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et puis, c'est aussi la confiance de nos collaborateurs dans cette stratégie. Nous aussi, c'est extrêmement important de se dire qu'on embarque des équipes autour de ce projet. Donc, Trust the Future, c'est vraiment un élément fondamental pour donner le cap pour le futur. Donner le cap pour le futur avec 3 piliers, proximité client, les clients, tu en parlais, qu'ils soient internes ou externes, la croissance par l'innovation et puis l'excellence. Et j'ai noté aussi 2 convictions qui nous vont bien dans l'univers des ressources humaines et qui sont un peu transverses au plan, durabilité et capital humain. Et je sais que toi, Violaine, tes équipes avaient largement contribué à ce plan, ce plan stratégique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein ? Oui, absolument. Alors, je pense que c'est vraiment fondamental. Quand on essaie de construire un plan stratégique, on ne se pose pas uniquement la question de là où je veux aller, et puis après on se pose la question de est-ce que l'intendant suit, mais on se pose dès le départ la question de quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, quelles sont nos caractéristiques particulières, quelles sont aussi nos limites, parce que toute organisation a ses limites, et en quoi est-ce que ça nous permet de fixer un cap futur. Et donc le capital humain, c'est un élément essentiel dans la construction même du plan. Où sont mes compétences ? Quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain ? Comment je peux accompagner au mieux mes clients ? Quels nouveaux services je peux apporter ? Mais est-ce que j'ai des compétences pour ça ? Et donc ça veut dire que dès le départ, on a posé cet élément-là comme un élément constitutif du plan stratégique. De même que la RSE. La RSE, on pose pas, on se dit pas, on fait un... Oui, c'est pas accessoire en fait. C'est pas accessoire, c'est central. C'est intrinsèque. C'est-à-dire que les engagements par rapport aux émissions de CO2, de la même manière, elles sont posées dès l'entrée en matière de plan stratégique. Alors tu parles de capital humain, tu parles de l'humain au centre justement. Qu'est-ce que ça a été, si on veut rentrer un peu dans le cœur du réacteur et sous le capot, dans les discussions qui ont précédé ce plan stratégique, qu'est-ce que tu as dit toi par rapport à l'humain ? Attention, je sais que tu es un spécialiste et passionné par les sujets de transformation, les sujets de compétences et de formation. Il faut avoir un temps d'avance. Hein. Il faut vraiment anticiper, effectivement, se dire comment les sujets vont se déformer. Les sujets, c'est quoi ? Quelles sont les nouvelles technologies ? On est passé 2G, 3G, 4G, 5G, sans doute d'autres solutions derrière, et tout le temps, tous les ans, on augmente le volume de data de 20 à 30%. Ouais, c'est énorme, il faut suivre. Derrière. Ouais, ça n'arrête pas. Vous avez dans l'usage au quotidien, l'usage davantage du cloud. Ouais, avec ça aussi. Avec ça, bien sûr, le cloud, le satellite arrive, on a de plus en plus ce qu'on appelle de la softwareisation, c'est-à-dire du pilotage par effectivement derrière l'écran de beaucoup de solutions. Et l'IA
est vraiment un élément déclencheur de davantage de besoins de compétences particulières. Donc le point d'entrée, c'est vraiment de se dire, mais de quoi j'ai besoin comme compétences, de quoi j'aurais besoin comme compétences, et la réponse, elle n'est pas toujours évidente, et comment je fais pour que les gens, nos équipes, se soient à la fois compétents et engagés aujourd'hui et pour demain. Donc c'est vraiment un point d'entrée dans se définir ce que l'on peut faire. Un plan stratégique, c'est vraiment dire des priorités. Comment j'investis l'argent dont je Sur quoi dispose, j'investis sur quoi, sur telle acquisition, telle techno. Et donc ça veut dire que de même qu'il y a des ressources financières, eh bien les ressources humaines, c'est vraiment notre capacité à faire. La richesse humaine, comme on dit. On parlait tout à l'heure du client, le client au centre. Je parlais de cette symétrie des attentions. Lui faire vivre une expérience, l'aider à se projeter, et puis lui dire, ben voilà, il y a un champ des possibles qui est ouvert chez Orange. Et là, il y a de multiples actions qui sont proposées en termes de formation, et je sais que ça te tient à cœur, du reskilling, beaucoup de choses. Hein. Absolument. Alors le reskilling, c'est très emblématique du fait qu'effectivement les compétences vont évoluer. Et les besoins de compétences vont évoluer. Et on sait qu'on a des métiers qui vont diminuer, puis des métiers qui vont augmenter. Et si on anticipe ça, eh bien on peut créer des programmes en confiance pour les collaborateurs et leur dire peut-être que votre métier il va se réduire, mais envisagez peut-être telle carrière dans un autre métier, une seconde partie de carrière. Et de toute façon, nos métiers ils n'ont cessé d'évoluer. La façon dont tu as commencé à travailler au début de ta carrière et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et moi, c'est la même chose. Eh bien, il faut se dire que de manière régulière, on va évoluer, on va changer de métier, on va évoluer grâce à de la formation. Le reskilling, c'est symbolique de ça, mais c'est très concret. Hein. C'est des gens, 600 personnes à peu près par an, qui changent complètement de métier. Et c'est aussi beaucoup plus de personnes qui acquièrent à chaque fois des programmes de formation. Ça nous rappelle Muriel Pénicaud, le bagage de compétences que tu accrois tout au long de la vie. Absolument. Mais pas évident, hein, parce que si tu étais commercial et qu'on te dit d'aller à la technique ou vice-versa... Alors c'est jamais évident, c'est-à-dire qu'il faut aussi évaluer et la motivation de la personne et évaluer aussi sa capacité. Quand on entre dans un nouveau programme où on change de métier, il faut quand même qu'on ait une chance raisonnable de réussir. Ça ne sert à rien de partir sur un programme de formation si on sait que... pour aller dans une impasse. Donc on va évaluer ça, on va tester, on va d'une certaine manière un peu avoir un contrat avec la personne pour l'accompagner, et il faut qu'on se dise que ça va marcher dans l'essentiel des cas. Alors justement, pour que ça marche, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des programmes qui sont ouverts, il y a des informations, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie par rapport à ça, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, l'IA va tout détruire, voilà. Alors il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont un peu dans le même sens. Le premier élément, c'est d'abord de bien définir les métiers qui vont être en croissance et ceux qui vont diminuer, et être clair par rapport à ça. On est transparent, on a posé ça, notamment en France, avec un accord important de GEPP, qui a permis de dire, ben voilà les métiers qui se déforment, comment ça évolue, ce qui va monter, ce qui va descendre. Ensuite, on a posé un cadre de référence en disant, si vous voulez évoluer, voilà les métiers, effectivement, vers lesquels vous pourriez aller. Nous, on vous offre la possibilité de le faire. On vous offre cette possibilité et on vous garantit le fait qu'il y aura un job, que votre salaire sera au moins maintenu, il pourrait y avoir une incentive à le faire, il y aura un accompagnement durant la formation, il y aura du mentoring tout au long. Donc on va poser ces conditions-là. Et puis on va aussi évaluer avec la personne sa capacité à faire. Est-ce qu'elle a les bases pour pouvoir évoluer vers ces métiers-là ? Et tout ça va permettre de créer un cadre de confiance, on revient au plan stratégique, un trust, un cadre de confiance et effectivement un contrat pour accompagner la personne, parce que c'est 3 mois à 12 mois parfois d'évolution de métier. Là, c'est pour le reskilling, mais le reskilling, c'est la partie émergée de l'iceberg. Fondamentalement, tous, nous avons en permanence à faire évoluer nos compétences. Il y a un point que tous les consultants racontent, mais qui est quand même très vrai, c'est-à-dire que pour prendre une métaphore un peu, scientifique, mécanique, on dit la demi-vie de compétences, la demi-vie, un peu comme l'uranium, était de 30 ans et est passée à 3 ans ou 2 ans. Donc très concrètement, la demi-vie, ta compétence va diminuer progressivement. Et donc il va falloir en trouver d'autres et continuer avec un bagage que tu fais évoluer en permanence. De toute façon, les carrières linéaires, même lieu, même endroit, même poste, terminé. Mais très concrètement, ça peut faire peur, mais en fait, il ne faut pas, parce qu'on voit très bien que nous tous, dans notre vie quotidienne, on a appris en permanence à nous adapter. Alors attends, je te coupe, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose en filigrane. Même moi, mon job a bougé, ma façon de le faire a bougé. Alors j'ouvre une parenthèse. Ah oui, bien sûr, mon job, la façon dont j'ai commencé ma carrière et la façon dont tu gérais
les emplois, les compétences, tu veux évaluer la performance, la façon dont tu prenais par exemple des dimensions comme la RSE, la dimension de diversité. Quand j'ai démarré ma carrière, elle n'avait pas du tout le même poids. Et effectivement, les outils en matière de formation, les outils en termes d'accompagnement ont énormément évolué. Donc il faut en permanence évoluer par rapport à ça, oui, bien sûr. Comment tu fais avec le management? On est quand même dans un groupe pas comme les autres. Là, on est reçu au siège d'Orange, à Issy-les-Moulineaux. Je disais, il y a une histoire. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est les PTT, c'est France Télécom, un corps social qui est très riche, mais qui est protéiforme, hein. Donc faire bouger des populations entre guillemets différentes, même si avec la pyramide des âges ça s'estompe, pas évident, hein. Non, c'est jamais évident, mais c'est jamais évident dans aucune organisation, mais c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Et effectivement, par définition, un corps social, il est protéiforme, parce qu'on n'a pas tous la même ancienneté, le même âge, la même formation, le même métier, hein, donc, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est ce qui fait maison commune. C'est ce que l'on porte en commun. Et donc d'abord, c'est le projet que l'on porte. C'est d'abord effectivement se dire où est-ce que l'on va ensemble. Ensuite, chacun s'adapte en fonction de ces différents éléments. Et bien évidemment, les modules de formation ne vont pas être les mêmes pour quelqu'un qui prend un premier job de management et quelqu'un qui aura fait X missions dans différentes activités ou qui aura passé dans différents pays. Donc il faut d'abord poser un cadre, il faut d'abord poser une ambition, il faut d'abord se dire qu'est-ce qui fait maison commune en matière de valeurs, en matière d'approche managériale. La façon dont on manage chez Orange n'est pas forcément exactement identique à d'autres gros groupes. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme différence? Je sais pas, tu as une belle et longue carrière, hein, entre Orange et Valeo ou XPO. Ce qui va déterminer ça, c'est d'une part, chez Orange, spécifiquement la vitesse d'évolution des métiers. Ça, c'est un premier élément. Ouais. Pour avoir travaillé dans l'industrie chimique, du revêtement de sol, automobile, bien sûr, tous les métiers bougent. Mais pas ici, aussi vite. Ça bouge plus vite, très clairement. Et la question qu'il faut se poser, c'est regarder dans votre entreprise quel était le métier il y a 30 ans et regarder ce qu'on fait aujourd'hui. Et vous allez voir que, bien évidemment, tout a changé, mais honnêtement, dans les minéraux où j'ai travaillé précédemment, ça bougeait moins vite que dans les télécoms. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'ancienneté, c'est l'histoire des personnes. Et donc tout ça, ça va faire que tu vas porter encore plus d'attention à l'évolution des compétences, à l'évolution permanente des métiers, à l'accompagnement, et en même temps donner un cadre de réassurance, parce que c'est quelqu'un qui aura passé beaucoup de temps chez Orange. Il va falloir être rassuré sur le fait que oui, on peut se réinventer en permanence. Moi, je donne à mon entreprise, mais il y a un cadre quand même particulier par rapport à ça. Je rencontre très souvent des gens et quand j'ai une interview en interne, ils me disent souvent, moi, je suis un bébé Orange. C'est une expression typique. Ça fait plaisir, ça. Hein, voilà, ça veut dire fierté d'appartenance. Hein. Voilà. Puis j'ai grandi. C'est ma maison, j'ai grandi là, mais je suis né professionnellement ici. Voilà. Ça fait plaisir. On parle de l'IA, hein, ce sujet de l'intelligence artificielle. On en parle avec notre invité d'honneur, Vincent Le Cerf, le vice-président en charge des ressources humaines chez Orange. Dans un groupe comme Orange, tu disais tout va très vite parce qu'on est dans un univers des telcos au sens large où l'IA impacte tout, célérité, disruption et j'en passe et des meilleurs. Comment tu fais justement avec des enjeux d'efficience, d'innovation? Je sais qu'il y a plusieurs phases. Et tu me disais, quand on se parlait, on en est à la 3e phase. Pour nos amis, raconte-nous. Alors, si on peut, l'IA, ça n'arrête pas de bouger. C'est vrai aujourd'hui, là. Ça n'arrête pas de bouger et ça va extrêmement vite. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Alors, il faut et rappelons-nous, quand ChatGPT est arrivé, ça paraît déjà très lointain, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Et déjà, il y a eu énormément d'évolutions. Et encore, ce matin, je voyais des éléments sur l'évolution de techno, sur la cybersécurité, qui sont assez fascinants hein, en termes de... inquiétants. Et inquiétants. Il y a les deux. Et il y a les deux en même temps. Ouais. Mais si on veut schématiser, on a eu plutôt une IA prédictive et on a longtemps travaillé sur ces sujets-là. Et on a beaucoup de brevets, beaucoup de gens qui ont travaillé autour de ça. Est arrivée une IA générative qui ne remplace pas forcément l'autre, qui apporte autre chose, et c'est typiquement ChatGPT, c'est-à-dire on va dire un mode de fonctionnement un peu statistique, orienté langage, et qui va apporter énormément de réponses immédiates, avec son petit lot d'hallucinations, on le sait. Hein, voilà. Il y a des travers. Il peut y avoir quelques travers. Ouais. Voilà. Et on est en train de passer sur une IA agentique. C'est quoi la différence? C'est qu'on passe
simplement d'une IA orientée langage à un outil qui va aussi être en lien direct avec plein d'autres fonctionnalités et qui va directement se débrouiller. C'est-à-dire que désormais, l'IA agentique va regarder ton agenda, mais aussi directement comment est tes billets d'avion. Et va directement Le partenaire de vie, voilà, pro et perso, en fait. et peut-être prévenir tes amis en disant il ne pourra pas être là. Parce qu'il va boire un verre avec Vincent, par exemple. Ouais, exactement, voilà. Donc, et là, c'est juste une petite illustration, mais tu as énormément d'implications, d'éléments qui vont s'interfacer. Si je fais un petit parallèle, quand tu as eu ton iPhone, premier iPhone ou premier smartphone, au départ, on disait ça peut faire plein de choses. Mais tu n'avais pas de lien entre les différents éléments. Depuis, tu as vu les choses évoluer avec de la géolocalisation, avec l'interface entre ta reconnaissance faciale, les activités bancaires et l'ensemble des éléments de médias, etc. Et la voix aussi. La voix. Et tous ces éléments-là, en fait, l'interaction de tous ces éléments-là fait que ça fait énormément plus de choses. Et bien ça, c'est un tout petit résumé de ce que tu vas vivre avec l'IA agentique. Donc il faut pour ça accompagner en permanence. La première chose, c'est effectivement bien voir comment les choses vont évoluer. Et il faut former, sensibiliser, rassurer les équipes par rapport à ça. Et donc ce que l'on a fait, c'est d'abord poser un cadre éthique autour de ça. Donc on a un comité éthique qui a posé une charte éthique, on s'est fait certifier pour une IA inclusive, c'est-à-dire que l'IA ne reproduise pas des biais cognitifs, typiquement. On a formé énormément nos collaborateurs. Oui, il y a des modules de formation actuellement. Oui, on a formé de l'ordre de 70 000 personnes et on va refaire une formation obligatoire pour tout le monde cette année. On a donné accès à un outil qu'on appelle chez nous Dinutu, qui est un agrégateur, on va dire, de tous les outils d'IA générative, dans lequel tu peux poser les questions que tu souhaites et tu sais que les réponses et les données que tu mettras dedans et les réponses que tu auras resteront au sein d'Orange. Donc d'abord, ça ne fuitera pas. Ensuite, tu vas bénéficier de tous les meilleurs outils. De souveraineté interne, voilà, en fait. Exactement. Tu bénéficieras aussi des meilleurs outils. Tu sauras aussi s'il faut utiliser plutôt un marteau ou un marteau-piqueur, en fonction de l'usage et de l'impact CO2 que ça pourra avoir. Donc tu pourras choisir la puissance de l'outil. Et puis tu vas bénéficier de l'ensemble des connaissances des collaborateurs d'Orange, parce que tous les prompts, tous les agents qui sont développés font partie d'une bibliothèque. Et on te dira, tu peux déjà, regarde, tes collègues ont fait déjà ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est énormément impliqué et qui, je pense, va vraiment aider à préparer les esprits par rapport à l'étape suivante, qui est l'IA agentique, qui est de se dire qu'est-ce que ça va changer profondément dans les processus. Et ça, c'est vraiment une phase que l'on démarre, sur lequel on a quand même pas mal de solutions de tests, mais avec des cas d'usage. Avec des cas d'usage divers, et sur lequel on va effectivement accompagner de plus en plus. Nous, notre conviction, c'est que, il y a beaucoup de convictions. La première, c'est que tu mets l'humain au cœur. Tu démarres en t'assurant que les personnes comprennent bien, on en voit bien les implications sur les métiers, sont formées, qu'elles sont acclimatées à ça. Déjà, ça rassure. Voilà. L'autre conviction, c'est qu'effectivement, il faut rassurer, tu dis la confiance, c'est-à-dire, c'est quoi le cadre éthique? C'est quoi le respect du RGPD? C'est quoi les bons usages ou pas? C'est quoi mon métier par rapport à tout ça? S'il va disparaître, comment il va évoluer, comment je vais être accompagné? Il y aura de toute façon des évolutions d'activité, ça c'est la conviction. Les impacts métiers finaux, aujourd'hui, et de l'emploi, personne ne sait. Alors si tu regardes, Oxford te dit 9%, ou 15%, l'OCDE 9%, le MIT ou Stanford te dit 0, d'autres vont te dire 30%, peu importe à la limite, de cette manière. Le point clé, c'est de se dire que oui, ça va déformer, et là, ce qui va faire la différence, c'est l'embarquement des collaborateurs, la formation, l'accompagnement autour de ça. Et on sait que nos métiers vont évoluer. Mais encore une fois, prenons un peu de recul. Nos métiers ont évolué déjà énormément. Oui, avec l'Internet, avec toutes les avancées technologiques. Comment tu fais en termes de... tu disais, il y a des modules de formation, il y a des cas d'usage. Par rapport à des sujets de recrutement, comment est-ce que tiens, par exemple, comment fait Orange pour utiliser l'IA par rapport au recrutement? Aujourd'hui, on l'utilise plutôt en support aux équipes. C'est-à-dire qu'on n'a pas modifié profondément le processus. Donc l'humain au centre, encore une fois. Voilà. On a effectivement, avec des équipes recrutement dédiées. Bien sûr, la construction des outils, de portails, etc. sont mieux faits, c'est-à-dire que tu as désormais une meilleure vision sur l'ensemble des jobs disponibles, une meilleure connectivité avec les candidats. On a aussi des outils de tri de CV. On reçoit des donc en fait, centaines de milliers de CV. Tout ce qui est, j'allais dire, chronophage, sans valeur ajoutée,
on gagne du temps et il y a plus de place pour l'humain en réallouant ce temps. Et ça, tu soulèves un point essentiel. C'est qu'en fait, je crois que pas que ça va juste faire de la productivité et supprimer les tâches, mais ça va permettre de consacrer un temps de meilleure qualité sur les sujets. Une des plus grosses applications de l'IA actuellement en RH chez nous, c'est un outil qui sert à évaluer les compétences, ou plutôt auto-évaluer les compétences. C'est-à-dire que tu vas... À toi, collaborateur ou Oui, collaboratrice, tu peux il le va faire. demander, Frédéric, il va dire, est-ce que tu veux bien me donner ton profil LinkedIn? Tu vas lui dire oui, pouf. La machine va tout récupérer, ce que tu as mis déjà. Il va te dire, je vois que tu es comme ça. Je vais te poser 3-4 questions en langage naturel, et il va te prédéfinir un profil. Et à partir de là, sur lequel tu ajusteras, tu seras d'accord, pas d'accord. Ce sera une base de conversation avec ton manager et ton RH de bien meilleure qualité, qui va faire le lien avec l'ensemble des offres disponibles au sein du groupe, et qui va aussi faire le lien avec les formations disponibles par rapport à tes souhaits d'évolution. Est-ce que c'est pas qu'un élément de productivité, c'est d'abord un élément de qualité, Oui, puis d'accompagnement. c'est intéressant. Le sujet est vraiment très intéressant. Tu as un effet miroir sur qui tu es quelque part, donc tu te projettes, et puis intéressant pour les entretiens annuels avec le Absolument. manager. C'est-à-dire que tu peux flécher alors. Tu peux mieux flécher, et tu peux mieux flécher non pas sur ce que tu connaissais immédiatement dans ton environnement immédiat, mais sur l'ensemble de l'offre. C'est-à-dire que tu peux même imaginer des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé, en fait. Absolument. Et ça, c'est une bonne illustration du fait que l'IA, bien sûr, ça va aider à faire une sorte de productivité, d'efficacité sur les activités, mais ça va surtout ouvrir de nouvelles possibilités. On sous-estime toujours l'impact de création d'activités que ça peut faire. Prenons un exemple simple. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, on va se dire c'est bien, c'est pas bien, mais on va se dire, bien sûr, je fais plus vite des vidéos, je fais plus vite des photos, bien sûr, je les partage plus vite. Mais est-ce qu'on le fait dans un système standard ou est-ce que ça a créé une autre activité? Est-ce que ça ne nous a pas amené à passer un temps probablement trop grand sur les réseaux sociaux, à échanger de manière différente? Eh bien, là, c'est l'illustration typique du fait que ces nouvelles technologies, elles vont aussi ouvrir de nouvelles activités, de nouvelles perspectives. Et quand on regarde ces outils-là, en général, on se dit ça va faire de la productivité, ça va réduire. Mais non, ça crée d'autres choses. Une autre illustration simple. Quand tu as vu arriver les SAP, quand tu as vu arriver l'ensemble même des outils comme Excel au niveau des contrôleurs de gestion, est-ce que tu as vu le métier de contrôleur de gestion s'écrouler? Pas du tout. Mais il a évolué. Il a évolué, il s'est enrichi, ils ont fait des analyses beaucoup plus en profondeur. Ben, je crois que l'IA, ça va créer ça. Et il faut être extrêmement attentif sur l'impact des activités, accompagner les collaborateurs, mais en même temps être aussi ouvert sur l'ensemble des opportunités que ça va créer en termes de métiers, de compétences, de contenu. Et puis, intéressant aussi pour les RH, parce qu'on va se concentrer sur la vraie valeur RH. On parlait des tâches chronophages, de l'admin RH, comme on dit dans notre langage. Exactement. Je veux dire, on passe tous trop de temps à chercher la bonne information, à traquer, à recouper, etc. Et si ce temps-là, on peut le réduire pour avoir plus de relations de qualité, plus d'accompagnement de qualité, c'est tout. Ouais, piloter les données plutôt que d'essayer de les mettre toutes ensemble. Je voudrais qu'on parle, et c'est vrai que dans notre émission, dans notre rendez-vous, le podcast La Voix des RH de Aiming, les sujets d'engagement des collaborateurs sont au cœur avec le fameux baromètre de l'engagement et de l'absentéisme d'Aiming. Comment est-ce que tu favorises l'engagement des salariés? Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'il y a VoiceUp, qui est une sorte de prise de température, mais voilà, engager les collaborateurs, c'est bien joli, mais comment on fait chez Orange? Il n'y a pas une réponse toute simple et unique. D'abord, effectivement, tu le disais, tu parlais de baromètre social, on a, nous, notre outil, effectivement, qui va très en profondeur, qui permet de comprendre ce qui crée l'engagement, ce qui motive les collaborateurs, ce qui parfois les freine, et comment est-ce qu'on fait pour les embarquer. Et ce n'est pas une réponse toute simple, tu as des réponses globales. Ouais, c'est pas univoque. Tu as des quelques éléments qui sont effectivement commun, mais tu as aussi beaucoup d'éléments locaux. Donc la première chose, c'est effectivement d'avoir une analyse fine, de compréhension de ce qui peut driver l'engagement. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de là, on travaille aux différents niveaux pour répondre à ces éléments-là. Avec des actions concrètes. Alors, avec des actions concrètes, et beaucoup de workshops, beaucoup d'analyses, beaucoup d'accompagnement. Parce que quand tu regardes les résultats dans le détail, tu te rends compte qu'effectivement, chaque histoire est un peu différente. Et quand tu analyses ça, je vais te donner juste un exemple de ce qui nous a frappé. Il y a 18 mois, l'enquête montrait que, effectivement, il y avait un très fort attachement au management direct. Il y avait un fort attachement au métier, on va dire. Mais en revanche, une question par rapport au plan stratégique. Où est-ce que le groupe allait? Et on voyait que, sur ce point-là, on était un peu en retrait.
de la part des collaborateurs. En gros, à quoi je sers dans la globalité. Voilà, le sens global. C'est ça. Mais quand tu faisais le lien entre les différentes analyses, tu te rendais compte qu'à la fois j'ai confiance dans mon patron direct, mais je ne sais pas bien où je vais, en fait le bon levier pour te convaincre, pour t'embarquer, c'est ton patron direct. Bien sûr. Donc on a dès lors beaucoup réorienté nos actions de formation, de communication auprès des niveaux de Manager de management proximité. intermédiaires Ouais. pour réembarquer. Et bingo, ça a marché. C'est-à-dire qu'on tu mesures, un an plus tard, que tu as embarqué davantage sur l'engagement, que tu as embarqué encore bien plus sur le plan stratégique, et que ce qui est intéressant, c'est que même les managers, eux, on a vu un écart encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a un effet immédiat, tu les embarques davantage, par davantage, mais aussi, effectivement, par capillarité, ils ont réussi à embarquer. Donc la réponse par rapport à comment est-ce qu'on fait pour driver l'engagement, il n'y a pas une réponse toute simple, il faut être très pragmatique, il faut regarder ce qui se passe, il faut être à l'écoute et trouver les éléments de réponse ad hoc. Tu as quelque chose que tu peux partager avec nous justement sur comment ça s'est passé avec les managers pour les sensibiliser à ça et puis pour faire bouger les lignes, puisque tu as vu que c'était ce levier-là qui fonctionnait pour se dire que tiens, je vais chez Orange ce matin, j'arrive ici à Issy-les-Moulineaux, je sais pourquoi et je sais quel est mon rôle dans l'histoire globale. En fait. Alors il y a un exemple parmi d'autres, mais on a décidé de dire qu'est-ce qui fait Maison Commune et c'est quoi notre nouveau logiciel interne, c'est quoi notre culture. Et donc on a travaillé sur redéfinir nos valeurs, notre culture. Et pour ça, on a embarqué énormément de managers pour comprendre, les faire réfléchir, les faire travailler. Les salariés, bien évidemment, mais les managers ont été particulièrement impliqués. Et ensuite, quand on a défini ce cadre-là, on l'a travaillé sur une version top-down, c'est-à-dire que ma patronne, Christiane Edman, a fait une animation au niveau du comité exécutif sur c'est quoi la culture, d'où vient-on, comment est-ce qu'on le fait. Donc on a testé un peu l'ensemble du module, mais ensuite, moi, je l'ai fait avec mes propres équipes et ainsi de suite. Ah, tu as cascadé, en fait. On a cascadé, et donc on a mis les managers à la fois dans un rôle de participant, puis en rôle d'animateur. Et ce, dans un cascading quand même assez profond dans l'organisation. Et ça, c'est typiquement une technique qui a permis de renforcer l'appropriation, renforcer l'adhésion et avoir aussi un discours qui est bien adapté aux différentes Oui, on n'est plus top-down. En fait, chacun a co-construit, co-participé. a co-construit sur une structure qu'on avait établie, parce que voilà. Mais ça, c'est une technique qu'on a utilisée qui, de fait, s'est révélée efficace. Alors, Voice Up, alors ça, c'est ton poste de pilotage. C'est un de mes indicateurs, bien sûr. Mais et je sais que tu es fier parce qu'il y a eu des très bons résultats. Effectivement. D'abord, en termes de participation, il y a 3 ans, on était à 55% de taux de participation, ce qui était relativement faible. On est monté en 3 ans à 79%. Donc là, on est dans les bons niveaux. Donc ça veut dire que les gens participent parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés et que ce qu'ils vont dire, on en tiendra compte. Exactement. Et on sait qu'au final, sur ces éléments-là, le seul élément qui drive vraiment la participation, c'est le sentiment que ce que je vais dire va servir, qu'on m'écoutera. La voix des RH, ma voix compte, Ouais, ma voix compte. Encore une fois. Absolument. Et je t'ai coupé, Vincent, tu disais que le taux de participation avait augmenté et les résultats de l'engagement aussi. Et l'engagement aussi, effectivement, l'engagement global, il a augmenté de 3 points, l'adhésion à la stratégie a augmenté globalement de 5 points, et les éléments qu'on avait qui étaient forts, qui étaient déjà le sentiment de respect, la prise en compte de la diversité, le bien-être au travail, qui étaient des éléments historiquement très forts chez Orange, sont assez très forts. Et d'autres éléments, effectivement, se sont améliorés. C'est vrai qu'on parle de diversité maintenant, avec notre invité, Vincent Lesser, qui est avec nous. Diversité, inclusion. Tu me dis toujours avec malice et fierté, il n'y a pas de plafond de verre chez Orange. Non, bien sûr. Et on veut, et c'est vraiment une intention, il ne faut pas qu'il y ait de plafond de verre. Il faut que, si on est promu, il faut qu'il y ait ce soit pour de bonnes raisons, de contribution, de performance, de compétences, et pas pour de mauvaises raisons. Alors après, il y a des indicateurs qui nous disent est-ce qu'on y est vraiment. Et quand on voit que la proportion de femmes dans les équipes dirigeantes est exactement la même que dans l'ensemble du groupe, ça veut dire qu'on ne va pas voir se tarir les possibilités d'évolution au fur et à mesure, et l'oxygène ne va pas se raréfier dans les hauteurs pour la population féminine. Et donc ça, c'est effectivement un élément fondamental. Il faut que chacune ait le sentiment qu'il a réellement sa chance pour progresser. Parle-moi je crois que vous êtes à 40% dans le COMEX, c'est ça? Exactement. Donc ce qui est significatif. Oui.
commencer par Christelle. Alors, Christelle, 100% sur le poste de directrice générale, oui, ça Oui, vient. c'est ça. Parle-nous de Hello Women, parce que diversité et inclusion, c'est aussi ces métiers techniques qui étaient jusqu'alors. Mais ça partait des parents qui disaient oh là, tu vas pas aller dans les métiers techniques, c'est Exactement. pour les hommes et tout. Donc il y a tout un travail en remontant, j'allais dire, le fil. Alors, d'abord, tu as raison sur le fait qu'effectivement, on sait que les carrières scientifiques, il y a moins de femmes qui y vont. Et c'est particulièrement vrai en France, assez curieusement, quand dans d'autres pays, effectivement, c'est une opportunité de développement pour les jeunes femmes. Et que ça se joue souvent dans la famille, dans l'éducation. Et d'ailleurs, on a beaucoup de collaborateurs Orange qui vont intervenir dans les écoles pour justement motiver autour de ça. Maintenant, quand on fait des programmes de recrutement, de développement, il faut parfois mettre un accent particulier sur le recrutement de ces talents féminins, mais aussi les accompagner. Et on a mis en place un certain nombre de programmes, on appelle Hello Women, qui est notre programme global, exemples, ouais. et sur lequel on a une cinquantaine on a un programme qui s'appelle Hello Women in Lead, c'est-à-dire du leadership, Hello Women in Tech, qui est une bonne cinquantaine de jeunes femmes de tout pays, effectivement, qu'on accompagne avec du potentiel. Et on a comme ça multiplié les programmes pour être des accélérateurs, effectivement, de carrière, accélérateurs de visibilité. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a souvent ce syndrome de l'imposteur. Alors oui, elle l'exprime, il faut les rassurer par rapport à ça. Ce syndrome-là, on sait qu'il existe. Vous savez qu'il y a une enquête qui est très drôle, on demande entre les femmes et les hommes, vous êtes dans un avion, le pilote a un problème de santé, vous allez faire atterrir l'avion. Les hommes sont beaucoup plus persuadés que les femmes qui sauront faire atterrir un avion. Et peut-être que l'imposteur est vraiment là, en fait, de ce côté-là. Mais en tout cas, oui, il y a ce syndrome de l'imposteur, il existe. Donc il faut donner confiance, il faut montrer qu'on peut réussir. Il faut le montrer en mettant en place des programmes, il faut aussi montrer avec quelques rôles modèles, quelques personnes qui portent ça. Ouais, c'est ça. Diversité et inclusion, on est bien au-delà de l'obligation sociale. Il y a un vrai levier j'allais dire, de performance. Alors, d'abord, diversité et inclusion, c'est, quand on prend un peu de recul, c'est une évidence, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand vous cherchez du talent, il vaut mieux chercher dans l'ensemble du réservoir de talent et pas dans la moitié ou les 2/3 du talent disponible. Voilà. Donc c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu X enquêtes, analyses qui ont montré que les équipes diverses étaient plus efficaces collectivement que les équipes un peu monochromes. Bon. Donc, et il y a un troisième élément, c'est que ça crée un climat de respect, un climat de bien-être, de bienveillance, qui est positif par rapport à l'ensemble de la motivation des collaborateurs et d'attractivité aussi. Bien sûr, en marque employeur, on est bien. Exactement. Ouais, il y a donc tout un cercle vertueux. Donc si on prend l'ensemble des éléments, il n'y a aucune raison, pour effectivement ne pas aller dans ce sens-là. C'est d'abord un élément d'efficacité, de respect et voilà, de performance. Ouais. Je voudrais qu'on parle de l'entreprise dans la cité. Je le disais en ouvrant cette émission tout à l'heure. C'est un groupe, c'est une entreprise vraiment pas comme les autres. Il y a ce rôle patrimonial auquel tu tiens, et en particulier en termes de formation, d'alternance, d'insertion professionnelle. Là, c'est un maillage dans les territoires et beaucoup d'actions avec des apprentis dont tu es fier. D'abord, effectivement, on est très présent. Tout le monde porte, effectivement, Orange sur soi, au cœur, voilà, à tous nos clients, et c'est près de 300 millions de clients au global, au niveau mondial. Donc on est effectivement très présent, on est une marque forte par rapport à ça. Mais effectivement, ça passe par aussi de l'insertion. Alors effectivement, l'alternance est un bon exemple de ça. On a 4000 alternants par an en France, ce qui est énorme, oui, bien sûr. Et effectivement, ça permet de développer, de croître, et c'est d'abord pour nous une grande source de recrutement, bien évidemment. Mais c'est aussi, au-delà de ça, on joue un rôle social pour permettre à des jeunes de se développer. Je vois, il y a des partenariats avec des organismes de formation, presque 300. C'est ça, on a 300 organismes d'alternance sur lesquels on travaille. On a notre propre CFA, puisqu'on a nos programmes spécifiques pour devenir data analyst, data scientist, ingénieur d'intervention sur les réseaux, etc. Effectivement, ce sont des programmes nombreux, divers, qui nous permettent vraiment d'accueillir ces jeunes. Ouais. Comme quoi, c'est du care, on prend soin des collaborateurs et on les aide à se développer avec l'alternance, en commençant... Oui, la première valeur du groupe, c'est attentionner. Voilà. Donc on a 3 valeurs qui sont attentionné, responsable et audacieux. Et attentionné, ça commence par ça, effectivement. Et on est attentionné, vraiment, ça fait partie de notre ADN.
Parlons de l'international. Tu le disais, il y a un nombre significatif de clients. Redonne-nous les grands chiffres, les facts and figures. 300 millions de clients, combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, au Vincent? global, aujourd'hui, Orange, c'est 130 000 collaborateurs. La moitié en France, la moitié dans le reste du monde. Nous intervenons dans 26 pays, avec une forte présence en Europe, un ensemble de pays qui sont la Belgique, la Pologne, la Moldavie, la Slovaquie et forcément la Roumanie. Et je vais forcément oublier un pays, mais et puis on a beaucoup de pays autres où on a plus de B2B. Alors là, on a un très grand nombre de pays sur lesquels on intervient. Ouais. Et puis en Afrique, où on est très présent aussi, effectivement, et beaucoup en particulier en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Ça veut dire quoi quand tu as cette zone MEA qui est très importante, avec une dynamique, avec un rapport au travail qui n'est pas du tout le même qu'en France et en Europe? Comment tu animes et tu embarques justement? Alors c'est vrai qu'il y a Orange au cœur, mais ça ne suffit pas. Le rôle de tes équipes, je crois que il y a 4000 personnes dans toute la sphère RH. Il y a 4000 personnes dans la sphère RH, mais et ce qui est très intéressant, c'est de regarder effectivement la façon dont tu embarques les équipes, elles se font par rapport à un agenda différent. Tu prends l'Afrique. L'Afrique, c'est plus de 10% de croissance par an depuis plusieurs années. On aimerait bien l'avoir encore ici. Oui, absolument. Non, et voilà. Le patron de la zone Afrique, c'était la private joke, c'était... Avant, c'est toujours double-digit growth. Et on lui dit, maintenant, en France, vu la stabilité du marché, ça va être double-digit après la virgule. Voilà. Et, oui, donc zone très dynamique. Zone très dynamique, avec beaucoup de talent, beaucoup de croissance. Donc, tu les embarques sur des projets différents, mais avec une énergie folle. Moi, j'étais pour le lancement du plan il y a 15 jours avec les équipes africaines. Et effectivement, avec une volonté de réussir, avec une ambition, dans un contexte qui est parfois mouvant, hein, il faut bien se le dire, mais sur lequel il y a vraiment effectivement des réservoirs de talents qui sont incroyables. Avec attention, cette notion de confiance et de sécurité, hein, qui est clé. Hein. Absolument. Donc, oui, absolument. La sécurité, c'est effectivement assurer l'accès à l'information en permanence, assurer le fait que cette information soit de qualité, qu'elle ne soit jamais compromise, qu'elle soit bien respectée. Enfin, moi, toutes ces conditions-là sont essentielles. Passionnant échange avec Vincent Le Cerf. Vincent, je voudrais qu'on termine avec un message que tu peux adresser à la caméra de Sofiane, à nos amis qui nous suivent. Tu me dis, moi je suis optimiste. Et ça fait du bien. Alors, moi, je suis optimiste. Pour la fonction et puis au global. Oui, moi je suis optimiste pour la fonction, hein, parce que je pense que pour avoir quelques années de service en ressources humaines, je pense qu'il n'y a jamais eu de moment où ça a été aussi mouvant, riche, varié, avec autant d'opportunités. L'IA va d'abord créer des opportunités pour remettre la RH au cœur, pour bien voir effectivement ce que seront nos besoins de compétences demain, comment les accompagner au mieux. Donc moi, je suis optimiste sur d'abord effectivement tout ce que ces technologies vont nous permettre de faire. Alors je sais que parfois elles effrayent, elles inquiètent, mais en même temps, c'est des sources d'opportunités incroyables. Et ensuite, je suis optimiste pour la fonction, parce que la fonction, c'est d'abord, effectivement, va être autour de quelles sont les compétences dont j'aurai besoin, comment je vais embarquer les collaborateurs, comment je vais adapter ces compétences. Et ça, c'est vraiment, on est au cœur du métier des ressources humaines. Comment je mets en place les nouvelles organisations qui permettront de le faire, comment tout ça nous permettra d'être plus efficaces dans le futur et permettre d'avoir des activités de plus grand intérêt pour l'ensemble des équipes. Donc moi, je pense qu'en matière de RH, je suis très optimiste sur l'intérêt de l'ensemble de l'agenda qui se déroule pour nous et qu'on aura à mener dans les années futures. Le capital humain fera la différence, Vincent. Oui, absolument. Ouais. People make the difference. Ça, c'est une phrase que j'ai apprise quand j'étais au début de ma fonction, mais plus que jamais, j'y crois. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Frédéric. C'était un plaisir de t'avoir. Encore une fois, un moment passionnant qu'on a vécu grâce à Vincent Le Cerf. Je voudrais remercier toutes les équipes d'Aiming avec Victoria qui m'accompagne fidèlement sur ce projet, les équipes des Années Folles aussi. Un message tout particulier à Violaine Godet qui t'accompagne, ta directrice de cabinet, qui est toujours facilitatrice. Et voilà. J'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain La Voix des RH avec Aiming. Merci encore, Vincent. Merci, Frédéric.